La confrérie des Louves de Florence Rhodes aux éditions du Caïman. Vendredi, 9h11. Jesus de Los Santos sirotait un café face à la gare de Lyon. Ce qu'il redoutait depuis le début de la semaine était finalement arrivé. La police avait découvert les similitudes de son casier judiciaire avec l'assassinat d'Edward Schaeffer. Jesus connaissait la chanson. La première visite, c'était pour élaguer. La seconde, s'il y en avait une, c'était mauvais signe. Le matin, il avait préparé pour le cas où un petit sac à dos. Il s'en était fallu de peu. Quand la voiture de police s'était rangée sur le trottoir, il s'était engouffré dans la cage d'escalier. Heureusement, parvenu au 7e étage, il n'avait pas eu à déployer l'échelle qui permettait l'accès à la lucarne. Les jeunes qui squattaient à l'occasion le toit de l'immeuble, il avait trouvé plusieurs fois des mégots de cigares et des canettes de bière, ne l'avaient pas replacé à leur dernier passage. Il consulta sa montre. Encore une demi-heure avant le départ de son train. Jesus avait un neveu à Marseille. Il allait se mettre quelque temps au vert, ou plutôt au jaune pastis. À quelques tables de lui, une jeune femme parcourait le Parisien. Jesus avait lu et relu l'entrefilet relatif à l'assassinat de Schaeffer. Il tambourina des doigts exaspérés. Il n'en finirait jamais de payer la mort du salaud qui avait cru pouvoir lui emprunter sa femme. Il y avait si longtemps de cela. Il ne comprenait rien. Jesus était l'homme d'une seule femme. Il avait éprouvé un plaisir sauvage à entailler la gorge de l'homme qui la lui avait prise. Mais elle était morte aujourd'hui, emportée par un cancer pendant qu'il purgeait sa peine. Et avec elle, son unique motif d'une haine assez forte pour en venir à supprimer un autre homme. C'était joué d'avance, on ne le croirait pas. Il avait déjà tué, il était suspect à vie. Si l'on ajoutait à ses antécédents un mode opératoire similaire, et le fait qu'il ne puisse pas justifier de son emploi du temps pour ce soir-là, il était cuit. Il avait confié ses inquiétudes à sa fille. Elle lui avait proposé de le couvrir, de dire qu'il était avec elle à la loge depuis la fin de l'après-midi, au lieu d'une vérité qui lui vaudrait un aller sans retour pour Fleury-Mérogis. Au moment du meurtre, il jouissait sans retenue dans Johanna, une prostituée roumaine qui tapinait boulevard Ney. Elle était certes un peu maigrichonne, mais avait les yeux d'un ange. Sans parler d'un petit cul à damner un sein, ce que Jesus n'avait jamais été. Pas de papier, bien entendu. Comme alibi, on pouvait faire mieux. Une nouvelle fois, Jesus de Los Santos consulta sa montre. Il but sa dernière gorgée de café et traversa le boulevard Diderot. 9h32. Bon alors, c'est oui ou c'est non? Par-dessus la couverture du rouge et du noir, Manon le Rouge adressa à sa sœur un regard irrité. Ida pouvait être tellement superficielle parfois. Plaire à Iggy qui l'aurait oublié dans 6 mois, à moins que ce ne soit l'inverse, était son obsession. Oui, tu peux emprunter mon blouson en daim, si ça suffit à te rendre heureuse. Le sourire aux lèvres, Ida ouvrit la penderie en pain ajouré et détacha le cintre. Sans être tellement plus fournie que la sienne, la garde-robe de sa sœur comportait quelques pièces de choix. Des vêtements de marque qui avaient fait leur apparition l'hiver précédent. Une paire d'escarpins Hermès, une petite robe Gautier à carreaux, une veste Dior en fourrure. Manon avait prétendu qu'elle faisait des extras, le week-end chez un traiteur, pour arrondir ses fins de mois. À l'inverse de leur mère, qui n'aurait pas su distinguer un avatar de solde Zara d'une création d'un grand couturier, Ida n'avait pas été dupe. Si c'était un job du soir qui avait permis pareil upgrade à la garde-robe de Manon, alors c'était comme escorte qu'elle faisait ses extras. Ida avait flairé l'existence d'un mec, friqué de toute évidence, marié sans doute. Un peu vexée de la discrétion de sa sœur, Manon après tout connaissait tous les détails de son histoire mélodramatique avec Iggy, Ida avait commencé à enquêter. Ça n'avait pas traîné. Elle connaissait le code PIN du téléphone de sa sœur, qui avait l'habitude de prendre des douches interminables. Elle n'avait pas été surprise. En fait, elle s'en était voulu de ne pas avoir deviné. Depuis l'enfance, Manon vénérait Edward Schaeffer comme le veau d'or. Elle était devenue canon, et lui, c'était un homme à femme. La suite était courue d'avance. En reposant sur la console le portable de Manon, Ida avait eu un mauvais pressentiment. Elle n'aurait pas pu dire qu'elle se sentait proche de Manon. C'était étonnant pour des jumelles. Leur éloignement avait commencé à l'adolescence, quand Ida avait ressenti de la part de sa sœur un reproche larvé, celui de ne pas vivre comme elle dans le souvenir de Rudy, et de laisser le temps faire son œuvre de deuil. Pour autant, Ida avait parfois sur sa sœur des intuitions qui manquaient de précision.
mais jamais de fondement. C'était plus fréquent, paraît-il, chez les jumeaux monozygotes, qui avaient fait placenta commun pendant 9 mois. Ida l'avait senti. Manon était prise à la façon d'une héroïne romantique. Il y avait de l'Emma Bovary, du Scarlett O'Hara, de l'Elizabeth Bennet dans ses textos, pas seulement des fautes d'orthographe. Quand elle écrivait à Schaeffer « Sans toi, je mourrais », ce n'était pas un jeu. Édouard était peut-être amoureux, mais tôt ou tard, il se lasserait d'elle ou sacrifierait leur histoire pour préserver son image. Et quand ça arriverait, Manon supporterait-elle de perdre l'homme qu'elle aimait depuis toujours? Les doigts d'Ida s'étaient crispés sur le portable. Quel salaud quand même! Il profitait de la situation sans se préoccuper des conséquences. Il ne la forçait à rien, bien sûr, mais il le savait bien, lui, que leur liaison était foutue d'avance. Peu lui importait que Manon soit à ramasser la petite cuillère quand il en aurait fini avec elle. Si seulement Rudy était encore en vie. Il lui aurait démonté la tronche à cet enfoiré. Avertie, Clémence pousserait de hauts cris et s'enfermerait dans son atelier pour peindre la bite d'un officier nazi en train de violer un ange. Ce qui ne ferait pas beaucoup avancer les choses. 9 mois s'étaient écoulés. Ida regarda Manon un long moment. Ni les yeux rougis, ni les paupières gonflées ne parvenaient à atténuer la beauté de sa sœur. La nature est capricieuse. Quand elles avaient 10 ans, c'était sur les boucles soyeuses et les fossettes d'Ida que s'extasiaient les instituteurs et les amis de la famille. Manon, avec ses dents en avance sur le reste du visage et ses cheveux en retard d'un shampoing, n'attirait guère l'attention. L'adolescence était venue y mettre bon ordre. Ida le constatait sans amertume. Une lame roula sur la joue de Manon. Elle leva sur sa sœur un visage si abattu qu'Ida esquissa un mouvement de recul. Encore un mauvais pressentiment. 10h30. En gare de Lyon-Pardieu, sa correspondance pour rejoindre Paris, Martens attendait le départ du TGV, installée dans un wagon de seconde classe. Elle calcula qu'elle serait au 36 en début d'après-midi. La veille, revenue à Bourg-Saint-Maurice trop tard pour attraper le dernier train de nuit, après un retour nocturne par les pistes qui lui avaient valu de nouvelles ecchymoses, elle s'était mise en quête d'une chambre d'hôtel. Vers minuit, elle en avait dégoté une avec toilette et douche sur le palier dans un établissement pour lequel la propreté des sanitaires, des draps ou des vitres n'était pas une priorité. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Martens comptait en profiter pour récupérer un peu avant d'aller prendre le train de 6h38. Malheureusement, l'occupant de la chambre voisine ronflait comme un sonneur, et l'isolation phonique ne figurait pas non plus dans la liste des points forts de l'hôtel. Vers 2h, excédé, Martens avait finalement frappé contre le mur, un peu surprise qu'il ne s'effondre pas dans la manœuvre, et ordonné au ronfleur de la laisser dormir. Un « Viens me rejoindre, salope !» aviné lui fut opposé. Martens n'était pas du genre à décliner une invitation aussi courtoise. Il y a des jours où dégainer sa carte de flic est un plaisir d'épicurien. Elle avait passé les 4 heures suivantes à dormir comme un bébé. Martens jeta un coup d'œil à l'horloge du quai. Le train partirait dans quelques minutes. Elle irait à la voiture-bar prendre un petit déjeuner. En femme organisée et affamée, elle farfouillait déjà dans ses poches à la recherche de monnaie. Sa main gauche rencontra une feuille de papier, roulée en parchemin. Intriguée, elle l'examina et reconnut le document, oublié là depuis 3 jours. Elle allait le fourrer à nouveau dans sa poche quand elle fut percutée par une intuition. Elle entendit un coup de sifflet, courut à la porte du wagon et sauta sur le quai au moment où le train s'ébranlait. « Vous êtes inconsciente ou quoi ?» lui hurla le chef de gare. « Vous auriez pu… »« Le prochain train pour Bourg-Saint-Maurice !» le coupa-t-elle. « Vite !» Elle avait hurlé aussi. « Voidé, mais c'est trop tard, il part dans 2 minutes !» Il lui désigna un train à 4 voies de là. Martens commença à courir. 11h10. Hamelin avait explosé en apprenant que le gardien leur avait filé entre les doigts. Alors quoi? On n'était même plus capable de serrer un concierge? Et pourquoi on ne les avait pas vérifiés plus tôt, les états de service du Bignolo, pour commencer? Personne n'avait bougé une oreille, mais en privé, Delatraz lui avait rappelé que c'était ses instructions, de se concentrer sur les 4 femmes. Ça l'avait calmé, Abel. Le manque de sommeil le mettait à cran, mais il n'était pas homme à s'enferrer dans l'injustice. En plus, il n'y croyait pas, à la culpabilité de Los Santos. Il avait lu son dossier, le rapport d'instruction. Il flairait l'homme d'un seul crime, le passionné qui avait tiré son unique cartouche et vivait dans ses souvenirs. Le type était certes un killer, mais serial, autant qu'Abel, une ballerine du Bolchoï.
L'image fit naître un sourire sur les lèvres de Delatraz. « Tu en es où avec l'Indien » lui demanda Abel. « Nulle part, j'en ai peur. Il n'est pas fiché, n'a jamais eu affaire à nous pour quoi que ce soit. C'est un fils modèle et un étudiant exemplaire. L'un de ses anciens colocataires doit me recontacter, mais je n'en attends pas grand-chose. Continue à creuser. Tu avais raison tout à l'heure. L'enquête qu'on a menée jusqu'à présent ne repose que sur son témoignage. » Hamelin s'était laissé tomber sur la chaise de Le Goff. Son regard fut attiré par une feuille manuscrite de papier A4. « Il a vraiment une écriture particulière, Le Goff, » dit-il. Il observa avec attention la formation des lettres, régulière au point de passer pour les caractères d'un logiciel de traitement de texte. « Oui, je m'y dis à chaque fois. C'est tellement bien aligné qu'on dirait que c'est tapé, » confirma Delatraz. Il se leva, se pencha derrière Hamelin et lut à voix haute. SMS 0701 Ida Le Rouge. Sujet emprunt de son ordinateur portable. 0601 Gina. Sujet demande de notes de cours. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Hamelin. Le contenu du portable de Manon Le Rouge. Tu voulais vérifier si sa mère pouvait savoir par ce biais que son histoire avec Schaeffer n'était toujours pas terminée le week-end du 11 novembre. Justement, s'étonna Hamelin. C'était seulement cette info qui m'intéressait. Il m'a désossé tout le contenu, on dirait. Tu connais le gamin, non ? Un vrai chien de chasse. Il a recensé les appels, les textos, les messages vocaux, les mails. Tiens, mate cette feuille-là. Il a même vérifié les connexions Internet. 0701, lut Hamelin. Site Babelio. Sujet mort de Julien Sorel. Tu crois qu'elle pensait récupérer la tête de Schaeffer ? Pourquoi tu dis ça ? Interrogea le Savoyard perplexe. Le rouge et le noir, ignorant. 0601, site Facebook, poursuiva-t-il. Le Goff a vérifié, dit Delatraz. Elle a mis une photo d'elle sapée en noir. Tiens, ces deux-là m'ont tout l'air d'anti-sèche pour une interro d'histoire. 0501, site Wikipédia, la bataille de Sedan, septembre 1870. Et le 0201, site Hérodote.net, l'idéologie socialiste à l'ère de l'industrialisation. Sinon, pas moins de 17 connexions Twitter en une semaine. Petite moyenne, commenta Delatraz. Et les coups de fil, il les a vérifiés ? Rien de suspect à ce qu'il semble. Avant de quitter la pièce, Hamelin donna une tape dans le dos de Delatraz. Continuez à chercher. 12h14. L'infirmière entra et déposa un plateau sur la table. C'était une jeune, une rousse au visage rond et à l'élocution flâneuse. « Attention, c'est très chaud !» Elle remonta le plaid à carreaux sur Martine Cortez. « Voilà, c'est mieux. Vous en avez de la chance, hein. C'est votre fille qui va vous donner à manger. » Elle se départit de son sourire attendri pour adresser à Clémence une expression pincée. « Ça, je peux vous dire, tous nos pensionnaires ne sont pas visités aussi régulièrement. De nos jours... » Ayant un silence éloquent, réglé son compte à l'égoïsme ambiant des temps qui courent, la jeune femme s'éloigna sur un hochement de tête plein de conviction. Avachie dans un fauteuil de plastique, Clémence se leva pour essuyer d'un coup de Kleenex un filet de bave aux commissures ravinées de sa mère. Rien dans l'attitude de Martine Cortez n'indiqua qu'elle s'en était rendue compte. Le regard resta concentré sur la rediffusion d'un épisode de Julie Lescaut. Il était son seul moyen d'expression, depuis qu'une attaque cérébrale foudroyante lui avait paralysé la quasi-totalité du corps. Même avant, elle n'adressait plus la parole à sa fille que par mégarde. « Tu as faim ? Tu veux manger ?» Clémence souleva le couvercle sur le plateau. « C'est du poulet avec des pommes de terre sautées. Tu aimes bien ça ?» De fait, le regard de sa mère se posa sur l'assiette et les doigts de sa main gauche, la seule encore valide, s'écartèrent. Clémence approcha le plateau à roulettes du fauteuil de sa mère. Au-dessus d'elle, Véronique Geneste donnait des instructions à son équipe en vue d'une interpellation délicate. Clémence détacha la chair de l'os et la détailla en petits morceaux. « Il y a une question que je voulais te poser depuis longtemps. » Elle piqua au bout de la fourchette un morceau de pomme de terre, un peu de viande, et approcha le couvercle de la bouche de sa mère. « T'aimais ça, le voir me frapper ?» La bouche se ferma dans un fracas de fin du monde. Clémence avait envoyé valser le plateau sur le carrelage rose. Le regard de Martine se fixa, inerte, sur le mur opposé. Clémence se leva, fit les tours de la chambre,
les mains dans les poches avant de donner un coup de pied dans le couvercle métallique. La soirée de la veille, boulevard Malesherbes avait éventré la boîte de Pandore. Ses amis avaient deviné beaucoup, mais aucune intuition n'aurait été assez puissante pour les alerter d'une réalité aussi inconcevable. Si l'adjudant Cortez, certains soirs, était pris d'une fureur à soulager, d'un besoin de domination à affirmer qui le faisait se ruer sur elle, sa ceinture à la main, Clémence n'avait jamais voulu en parler à sa mère. Pour se sortir de cet enfer, elle ne voulait pour allier que le temps qui, jour après jour, la conduirait à la majorité. Son sésame pour une vie vécue sans la peur permanente d'un déluge de coups. Parler à Martine ne ferait que l'exposer, elle aussi, à la violence de son mari. Rétrospectivement, sa naïveté lui donnait la nausée. Elle n'avait pas réussi à dissimuler ses hématomes à ses amis. Comment sa mère aurait-elle pu les manquer? Jusqu'à ce soir de ses 11 ans. L'adjudant, rentré à la maison ivre-mort, avait été très contrarié de découvrir sa fille devant la télévision alors qu'il la croyait couchée. Il lui avait aussitôt manifesté son irritation en la traînant par les cheveux dans le salon avant de lui asséner une série de coups à l'abdomen avec le tisonnier de la cheminée. La douleur avait atteint des niveaux inédits. Recroquevillée au sol, Clémence se disait que cette fois, elle allait y rester. Tant mieux, bordel. Ça fait trop mal. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. J'en peux plus. Quand elle avait entendu un froissement derrière elle, elle avait eu le réflexe de se rouler en boule. Ça lui arrivait parfois. Il faisait mine de s'éloigner, lui laissant croire qu'il en avait fini avec elle pour cette fois. Et là, il revenait passer la deuxième couche. Et puis, elle avait perçu la voix de sa mère. Ce n'étaient pas les mots. « Michel, tu sais qu'un jour tu iras trop loin » qu'il avait crucifié. C'était l'intonation. Ni inquiète, ni affolée. Informative. Le timbre avec lequel elle lui avait fait remarquer le week-end précédent qu'il taillait la haie un peu trop bas et à peu de choses près, les mêmes mots. « Arrête-toi là, tu vas trop loin ». Clémence se planta devant sa mère. Martine Cortez fixait toujours le mur. Même si elle l'avait voulu, elle aurait été bien incapable de le dire à sa fille par le seul truchement du regard. Que l'homme qu'elle avait aimé, elle l'avait pris comme il était. On appelle ça la loyauté. Que dans certaines familles, l'amour se donne parfois sous forme de coups, mais que ça vaut mieux que l'indifférence. Que Clémence était forte, tellement forte, qu'elle ne l'avait jamais, pas une seule fois, appelée à l'aide. Alors pourquoi elle serait intervenue dans leurs affaires? Clémence n'obtint pas de réponse à sa question, mais elle savait à présent pourquoi elle-même n'aurait jamais dû être mère. Et aussi pourquoi elle avait été aussi assidue à visiter Martine toutes ces années, pour ne pas avoir l'air de capituler dans la guerre des regards, livrée par des salves de reproches muets. Martine s'était lavé les mains des violences que sa fille endurait, et Clémence avait été soulagée de la mort de son père. Aucune des deux ne pouvait pardonner à l'autre. Avant de refermer la porte derrière elle, Clémence se tourna une dernière fois vers sa mère. « Ton mec, c'était vraiment un sale con. Mes copines ont bien fait de le crever. » 13h05. Le ciel cendré promettait du barouf. De loin, on aurait pu confondre le ministère des Finances avec la proue d'un navire de guerre, tout près d'affronter une tempête. Christian Messonnier pénétra dans la salle de réunion avec sa tête des mauvais jours et s'assit en bout de table. Les deux jeunes hommes déjà présents se levèrent avec déférence. Il jeta un coup d'œil à Ulysse Baron et, avant même d'avoir entendu le son de sa voix, se sentit pris d'une envie de le gifler. C'était peu dire que l'absence d'Hermann lui faisait défaut. C'était une parfaite collaboratrice. Brillante, discrète, diplomate, un cerveau optimal, une mémoire infaillible. Toujours là pour lui prémâcher le travail et arrondir les angles. Et avec ça, un physique singulier de statue de l'île de Pâques qui évacuait toute ambiguïté. Avec elle, il était à l'aise comme avec un homme. Il ne passait pas son temps à se demander s'il allait se la faire ou à formuler des expressions politiquement correctes de rigueur comme avec d'autres collaboratrices. Il jouait de malchance. Il avait mis des années à la trouver et il fallait qu'elle se retrouvât mêlée à une sombre affaire de règlement de compte ou Dieu sait quoi à un moment aussi délicat où une simple rumeur de remaniement suffisait à chasser les soutiens et à faire fuir les partisans. Ce n'était pas Tralinsky qui dirait le contraire. La dernière en date le concernait directement. À la place de son diarcabe était assis le jeune con qui lui léchait le cul avec une ferveur de tamanoir dès qu'Hermann avait le dos tourné. Jobard, Gibert, un nom comme ça. Des comme lui, ça a pullulé en politique. Quand même, ce qu'il ne fallait pas supporter pour une miette de pouvoir. Tout ça pour se faire massacrer par la presse, l'opposition et, bien sûr, la sacro-sainte opinion publique qui réclamait des réformes à corps et à cri pour mieux battre le pavé de République à Nation
au moindre soupçon de velléité de changement. Le jeune con. N'était-ce pas Jaubert, en fait? Annonça l'ordre du jour. Il commit l'exploit de se tromper 3 fois en 2 minutes. Meissonnier vit se dessiner un sourire sur les lèvres de Baron et sentit croître son ressentiment à l'égard d'Hermann. En tant que rare personne compétente de son entourage, elle avait le devoir de se tenir à bonne distance des problèmes. Dîner avec une femme dont le mari est en train de se faire assassiner était irresponsable. On frappa. Meissonnier se retint de crier. « Quoi encore ?» La porte s'ouvrit sur Hermann, un dossier sous le bras. Elle s'assit à la droite du ministre, qui en retrouva le sourire au moment où s'éteignait celui des 2 corneaux. Elle s'adressa à son subordonné sans l'honorer d'un regard. « Joubert, vous allez nous chercher du café ?» Oui, c'était cela. Joubert. Il adressa tour à tour un coup d'œil reconnaissant à Maud et un sourire carnassier à Baron.